Bras de fer entre les pro-civils et les pro-armés au Soudan. La Libye, il y a cette conférence internationale à Tripoli pour consolider la transition. On va également parler du Bénin. Les députés votent la légalisation de l'avortement. On termine par le Togo, la condamnation de la Cour de la CEDEAO pour des faits de torture. Nos invités sont en place. Il s'agit de Lumagloa Kemayo, journaliste et écrivain. Lumagloa, bonjour, vous allez bien? Merci beaucoup, ça va. Nous avons également un autre, Magloa Teko Kenvi, rédacteur en chef de Flambeau des démocrates. Bonjour, vous allez bien, chers confrères? Bonjour Michel, bonjour Magloa, mon homonyme. Bonjour aux confrères Sylvestre également et à tous nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Ah oui, vous avez vendu la mèche. Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette. Sylvestre, bonjour. Oui, bonjour Michel et salut à toutes et à tous. On commence donc par le Soudan. Au départ, le Magloa Kemayo, c'était une manifestation pro-armée. Les civils aussi sont sortis, une manifestation pro-civile également. La situation est confuse au Soudan. Elle est confuse, mais elle n'est pas inattendue. C'est qu'on est au milieu d'une transition qui n'a pas subi la même chose que les autres transitions, c'est-à-dire on ne lui a pas donné un délai pour produire des résultats. Or, la population, elle, a besoin de résultats. Il n'y a pas une pression internationale qui est venue obliger la transition soudanaise d'organiser les élections au bout de 6 mois ou de 18 mois. Donc, de ce point de vue-là, ils avaient la latitude de faire ce qu'ils voulaient. Mais sur le plan social et économique, les attentes sont énormes, sur le plan des droits de l'homme également. Et donc, ce sont tous ces éléments conjugués qui font qu'aujourd'hui, l'armée qui pèse très lourd sur le plan économique, c'est près de 80% du budget de l'État, cette armée-là est en train de faire pratiquement un contre-coup d'État, c'est-à-dire une contre-révolution. Elle a soutenu la précédente révolution. Ce qu'il faut dire, c'est que régulièrement au Soudan, depuis 1960 à peu près, il y a eu des périodes pendant lesquelles l'armée a installé des régimes. Ces régimes ont été renversés. Puis, il y a eu un autre régime de transition. D'ailleurs, quand le président sortant tombe, il est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Donc, on est là dans un cas de figure où l'armée est très présente, où elle a son mot à dire sur la vie publique, non pas seulement parce qu'elle souhaite exprimer sa force, mais parce qu'elle a une puissance aussi financière, puissance budgétaire, qui lui permet de le faire. Et donc, elle a essayé un bras de fer. Le gouvernement de transition a essayé de son côté de répondre à cela. Et c'est pour ça qu'on a une manifestation d'un côté des gens qui sont pour l'armée et d'autres qui sont pour les civils à la tête de l'État. Magloa Teko, déjà, ça fait de cela environ 1 mois et demi. Il y avait un coup d'État manqué au Soudan. Alors, déjà, quand on prend les manifestations pro-armées, est-ce que c'est la nostalgie du pouvoir El-Béchir? Je ne crois pas trop. Moi, quand vous scrutez un peu l'actualité soudanaise, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, comme Magloa l'a dit, les faits se succèdent et se ressemblent. En fait, les acteurs sont presque les mêmes. Le noyau, ça reste l'armée depuis les années 60. Et donc, véritablement, les acteurs presque restent les mêmes. Et moi, je pense que c'est beaucoup plus la gestion, n'est-ce pas, de l'après-pouvoir qui hante les esprits. C'est-à-dire quoi? Voilà un peuple qui est là, qui, à un moment donné, exaspéré par, on va dire, la crise économique qui était là. Et ils ont profité donc d'une situation sociale un peu brûlante pour renverser le président El-Béchir. Et comme c'est de leur habitude, en réalité, il y a les chefs corps de l'armée soudanaise ont fait ce semblant-là, n'est-ce pas, de soutenir la population civile. Mais chemin faisant, ils ont été en tout cas rattrapés par leur instinct humain qui les amène à reprendre les choses en main. Aujourd'hui, tout semble dire qu'ils ne veulent pas céder ou du moins respecter la feuille de route mise en place unanimement, parce que depuis 2019, il me semble que la transition actuelle avait pour philosophie donc de mener conjointement la transition pour déboucher sur des élections transparentes en 2023.
Mais à l'heure actuelle, rien n'a été fait concrètement pour prouver que nous avons la volonté d'aller jusque-là. N'oublions pas que, par exemple, la feuille de route disait donc d'installer un tribunal constitutionnel. Ça n'a pas été fait jusqu'alors. La feuille de route disait également qu'il faille installer un parlement, parlementaire, en tout cas constitutionnel également. Ce n'est pas fait. Et de côté également, il y a le transfèrement de l'ancien président El-Béchir à la CPI qui se fait désirer toujours. Donc il y a une constellation d'éléments qui, mis ensemble, font croire aujourd'hui que la junte au pouvoir, du moins le régime actuel, quoi qu'on dise, on le dit régime mixte, mais en réalité c'est toujours dirigé par les militaires et on semble dire que si nous lâchons le pouvoir, on ne sait pas ce que demain nous sera fait, donc autant rester là où nous sommes. Donc, moi, c'est l'impression que j'ai et les éléments, les actes qu'il pose sur le terrain me confortent véritablement dans ma tête. Et vous allez vous rendre compte que même les pro-armés, où est-ce qu'ils ont choisi comme lieu de sitting? C'est devant la présidence. Ça, c'est énigmatique. Et donc, je crois que tout le monde a les éléments nécessaires pour pouvoir voir clair dans la chose qui joue au trouble fait actuellement. Je crois qu'on doit beaucoup plus se voir du côté de l'armée et des pro-armés. Les pro-armés, Sylvestre Béni, ce sont eux qui ont commencé les manifestations. Qu'est-ce qu'ils reprochent au gouvernement civil? Ou ce dernier a-t-il échoué dans la gestion de la transition? Non, lorsque vous voyez un peu ce qui se présente, la figure qui se présente aujourd'hui au Soudan, moi, je me dis que et les militaires et les civils, la population sont victimes donc d'une confiscation du pouvoir qui a duré pendant des années. Et c'est le même cas de figure que vous voyez un peu partout. Lorsque un pouvoir dure trop au régime, dure trop au pouvoir, l'après a toujours été difficile. Et aujourd'hui, ce n'est pas tant le volet politique qui préoccupe les Soudanais. Aujourd'hui, c'est le volet économique. Parce que pour l'anecdote, c'est l'augmentation du prix du pain qui a fait partie El-Béchir. Aujourd'hui, les gens manquent donc de carburant et les gens n'ont pas assez. Donc, en ce qui concerne donc, la popote du soir, donc le volet économique domine plus les débats. Mais sauf qu'il y a aussi un fait. Le fait, c'est que le gouvernement ou la branche civile donc, du gouvernement est là depuis plus de 2 ans. Parce que Hamdok est là depuis le 21 août 2019, je crois. Il fait plus de 2 ans. Donc aujourd'hui, l'armée, se disant, est un peu beaucoup plus disciplinée, veut revenir au pouvoir. Et vous verrez que même après le coup d'État, ils ont essayé de garder un peu le pouvoir, mais avec les pressions et tout. Ils sont relégués peut-être au deuxième plan, mais sauf qu'ils sont là, dans le gouvernement. Mais aujourd'hui, ils veulent avoir peut-être le premier rôle ou la première place dans ce gouvernement-là. Mais le langage que tient aussi le Premier ministre, je me dis que c'est un langage qui risque également de retourner contre lui parce qu'il essaie de présenter la situation comme si l'armée veut faire une contre-révolution. Or, bon, toi aussi, pendant 2 ans, si tu n'as pas su doter le pays donc de faire redécoller le pays en matière démocratique. Est-ce qu'il gouvernait seul? C'est ça aussi le problème, Sylvestre Béni. Oui, mais aujourd'hui, je crois que si on doit faire le bilan, je crois que c'est lui qui doit être comptable des plus de 2 ans donc, de gouvernance. C'est pourquoi vous verrez qu'au niveau donc, de la bande dissidente de l'armée, ils essaient donc de dire que voilà, c'est lui, de mettre tout en fait sur sa tête et en essayant de se dédouaner, histoire donc de revenir de la plus belle des manières. Mais moi, je crois que cette situation, pour être peut-être décantée, il faudrait quand même qu'on puisse peut-être dissoudre le gouvernement et essayer donc de reconnaître de remettre quand même les pions parce que je me dis que sinon tôt ou tard, on risque, ils ont quand même l'armée, ils ont la force, ils ont les armes. Le sitting qui est devant donc la présidence, je me dis un beau matin, ils peuvent aller donc cueillir. Tout le monde et reprendre le pouvoir. Ce serait peut-être la fin du feuilleton. Mais voyant venir cela, je crois que aujourd'hui, le Premier ministre ferait plus profil bas en essayant donc, si c'est le prix à payer, pourquoi pas? Essayer donc de remettre les pions et voir comment est-ce que tout cela doit être fait. Parce que déjà, il n'y a pas aussi une date pour les élections. On est dans un flou total. Donc, dans ce flou-là, l'armée qui a quand même
les armes, l'armée qui a aussi le pouvoir financier, dans ce pays, je me dis qu'un bon matin, il risque de revenir. Parce que déjà, le général Fatah, je crois, montre déjà, a ouvertement demandé au Premier ministre de dissoudre le gouvernement. Ça veut dire que les gens déjà pensent déjà à l'après. Lui, Magloire Kebayo, comment ça va se terminer, selon vous? Je n'ai pas encore eu de nouvelles là-dessus. Je ne suis pas encore devenu devin. Ce qu'on peut dire néanmoins, c'est que quand on voit l'armée soudanaise, il ne faut pas oublier que c'est une armée qui est calquée sur l'armée égyptienne. Et que ce qui s'est passé en Égypte risque de se produire au Soudan également. C'est-à-dire l'armée et surtout la branche de l'aviation a pris une telle ampleur de par le prestige dont jouissent ses membres, a pris une telle ampleur qu'il n'est pas impossible qu'ils fassent un coup de force. Et donc, s'ils le font, ils le feront à peu près de la même manière qu'en Égypte. C'est-à-dire renverser des civils, même s'ils ont été élus, parce que là, on n'est pas dans un contexte d'élection, mais même si le civil était élu, il n'est pas impossible que par une insurrection populaire, ils arrivent à les faire tomber et qu'ils donnent l'impression d'être beaucoup plus respectueux des droits de l'homme, beaucoup plus enclins à faire respecter, à tenir compte de la situation socio-économique du pays que les civils. Parce que ce qui est en train d'être fait là, ce sont pas des jeux d'enfants, ce sont des jeux de pouvoir, et généralement on le fait en sachant que si on va frontalement vers un coup d'État, le pays va être mis au banc de la communauté internationale. Or, n'oublions pas que le Soudan sort quand même d'un embargo qui a été très long. Il était considéré comme un pays hébergeant des touristes, des terroristes. Il y a eu Carlos, il y a eu Ben Laden, il y a eu d'autres cas. Les attentats qui avaient été faits contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie partaient quand même de là. Et donc, il y avait eu de grosses sanctions qui avaient été prononcées contre le Soudan. Après, il y a eu cette amputation qui a fait que le Sud-Soudan est parti avec une grosse partie des recettes pétrolières du pays. Et donc, la crise économique que le pays vit actuellement n'est pas une opération du Saint-Esprit. C'est quelque chose de très logique. C'est qu'il a été asphyxié. Et donc, après, la crise économique due au fait des sanctions est venue s'ajouter à cette crise-là, est venue s'ajouter la scission qu'il y a eu avec le Soudan du Sud. Et puis, il y a toute cette situation également dans le Kordofan, dans le Darfour, par rapport aux droits de l'homme, qui reste quand même très préoccupant. Et donc, quand on n'a pas assez d'argent, bien sûr, il y a des pays qui sont venus aider, des pays comme la Chine, des pays du Golfe, les pays du Golfe arabique, qui sont venus aider le Soudan à s'en sortir malgré les embargos, mais ça reste largement en deçà de ce que le pays attendait pour avoir une vraie relance économique et donc se remettre dans les rails, financer son développement. Parce que, d'ailleurs, le prix du pain, pourquoi il augmente ? Parce que l'État ne finance plus, ne subventionne plus la farine. Et donc, s'il ne subventionne plus la farine, les 2/3 du prix du pain qui étaient pris en charge par la subvention sont désormais régis par la loi du marché, l'offre et la demande. Plus vous en demandez, plus le prix augmente. Donc, c'est tout cela qui entre en ligne de compte aujourd'hui pour faire que l'armée exploite ces faillites-là pour mettre en difficulté les civils, qui sont à la fois les politiciens, mais surtout l'association des professionnels qui accompagnent les civils dans la gestion du pouvoir actuellement au Soudan. Alors, Magloire, l'armée exploite une partie de l'armée. Est-ce que cette partie est liée à l'ancien président El-Béchir? Bon, on n'a pas les éléments précis pour l'attester ou l'infirmer, mais je crois que à l'analyse, on peut dire oui, parce que il y a quand même des manifestants qui se réclament carrément proches de El-Béchir et qui réclament justement sa libération. Mais je me dis, quand on analyse en filigrane, peut-être il y a son nombre aussi qui plane. Parce que n'oublions pas, il n'a pas gouverné 2 jours ou 3 semaines. Les racines sont là. Les racines sont là. Des régimes qui durent comme ça sont beaucoup plus tentaculaires. Et donc, même derrière les barreaux, ça continue toujours par agir. Et donc, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est que oui... Comme les uns les autres l'ont dit, ceux qui souffrent véritablement, ce sont les populations civiles. Aujourd'hui, la situation sociale, elle est prise en embargo, du moins entre l'enclume et le marteau
d'une situation économique très exécrable. Quand on nous dit actuellement que, par exemple, il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux, Oui, ça fait peur. c'est inquiétant. Ça fait peur. Et quand je sais également que, comme mon homologue l'avait fleuri tout à l'heure, aujourd'hui, le gouvernement, ou du moins l'État, n'est plus en mesure de subventionner le pain, parce que n'oublions pas qu'en amont aussi, le FMI avait instauré une austérité économique dans le pays, ce qui fait que l'État soudanais, à l'état actuel, ou du moins à l'heure actuelle, n'a plus cette marge de manœuvre-là pour véritablement agir en tant qu'État. Et d'ailleurs, le Premier ministre, tout récemment, avait lancé un appel à la communauté internationale de venir en aide au Soudan, parce que la vache nourricière de ce pays-là était quand même le Soudan du Sud qui est parti. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, l'intérêt devrait être beaucoup plus à sauver l'État soudanais et les Soudanais. Parce que je me dis, telle que la situation se présente aujourd'hui, il faut que les deux parties, que ce soit militaire ou civil, aillent beaucoup plus sur un terrain de consensus. C'est ce que moi je pense. Il faut qu'ils aillent sur un terrain de consensus parce que, et Sylvestre posait tout à l'heure une question, que le Premier ministre, il est là plus de 2 ans, mais qu'est-ce qu'il a fait? Je dis, mais est-ce qu'il tient les câbles véritablement? Il ne tient pas. Voyez-vous? S'il ne tient pas, qu'il le lâche alors. Ça, je suis d'accord. Si tant est qu'il estime ne pas tenir les câbles, mais qu'il lâche qu'il démissionne. Mais n'oublions pas que aussi, il se dit, oui, là où je suis, j'incarne un peu l'espoir de ces milliers de Soudanais-là qui m'ont porté là-bas, donc je dois assumer. Mais on sent véritablement sur le terrain qu'on ne lui permet pas véritablement d'agir pour sortir du marasme. Si vous le permettez, on va marquer une petite pause et on revient. On va encore parler du Soudan.